Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, comme promis, je vous propose une vidéo complètement différente de ce qui a été fait d'habitude. Je vais pas vous faire de compilation d'imitation cette fois-ci. Je vais plutôt vous parler d'un autre sujet qui est une véritable raison de vivre pour moi depuis tout petit. Et peut-être que pour vous aussi, c'est une raison de vivre. Les dessins animés. T'es un mec, t'as 20 ans et tu regardes encore les dessins animés, toi. Non mais allô, faut grandir un peu. Ouais, toi tais-toi, hein. Toi, je sais pas qu'est-ce que t'as regardé dans ta jeunesse, mais en tout cas, ça m'étonnerait que ton cerveau il ait grandi beaucoup, hein. Contrairement à ce que peuvent dire les mauvaises langues, je crois qu'on a besoin des dessins animés toute notre vie, quand on est enfant, et même après avoir grandi, car comme n'importe quelle autre forme d'art, que ce soit le cinéma, la peinture, les romans, la littérature ou que sais-je, ils nous transmettent des émotions qui façonnent à la fois notre sensibilité et notre esprit. Ils peuvent nous transmettre tantôt de la joie, tantôt de la tristesse, de la colère aussi, et tantôt de la peur aussi. Et aujourd'hui, c'est justement ce thème quelque peu délicat dont il est question. Plus précisément, les amis, j'aimerais vous parler d'un sujet très douloureux, les frayeurs d'enfance dans les dessins animés. Tout le monde en a. Qui n'a jamais eu la boule au ventre, chialé comme une madeleine, ou passé 3 nuits blanches d'affilée, car traumatisé par un personnage ignoble, une musique malsaine, ou une scène insoutenable ou perturbante à l'écran? Si vous vous reconnaissez dans mes dires, chers enfants des années 2000, cette vidéo est pour vous. Je précise bien sûr que cette vidéo est déconseillée au jeune public et aux petites kékettes. Sans plus tergiverser longtemps, je vous présente 4 éléments de dessins animés qui m'ont impressionné, voire terrifié, voire même pire, traumatisé quand j'étais gosse. Attention spoiler. Oh, regarde-moi ce puffon, comment il est mal à l'aise. Il va se chier dessus avant la fin de la vidéo, va falloir tout nettoyer au Karcher. Ferme-la, toi! En numéro 4, nous avons Sabor, le léopard dans la version Disney de Tarzan. Alors pour ce cas-là, c'est pas vraiment une grosse peur, d'où sa place si basse dans le classement. Je dirais même que c'est pas vraiment de l'ordre de l'effrayant, on va dire. Disons que c'est plutôt... impressionnant, choquant, perturbant. Dans un film qui se veut avant tout familial, hein. Je rappelle qu'on est chez Disney les mecs, hein. Au départ, on nous embarque dans un cadre tout à fait agréable et très adorable, avec une famille qui vient d'échapper à un naufrage. Tout le monde est sain et sauf, le bébé Tarzan est super trognon. Oh, il est subtil, hein. Le papa et la maman construisent une maison dans les arbres grâce à la force de leur amour. Et on nous embarque dans un documentaire animalier où on voit Jack et Kala, 2 gorilles qui s'occupent de leur bébé super trognon lui aussi, hein. Il est subtil. Bref, tout le monde est content. Sauf que les enfants, après, 1 minute plus tard, comme le bébé gorille, il est complètement demeuré, il se fait bouffer par Sabor, le terrifiant léopard de la jungle. C'est toujours cool de voir ça après le logo de Disney. Et comme si ça suffisait pas, on nous rajoute 2 beaux cadavres pleins de sang. Bienvenue au pays de la magie. Faites de bons rêves, les petits. Et encore, dites-vous que ça aurait pu être pire. Parce que j'ai regardé les bonus du DVD, et dans la scène qu'ils avaient prévue à la base pour ouvrir le film, ils voulaient carrément faire mourir le père de Tarzan, le fusil à la main face à Sabor qui allait le déchiqueter en sang. La scène coupée est présente sur YouTube si vous voulez regarder. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y a un fusil par terre dans la scène du film quand Kala entre dans la maison. Oui, c'est ça, t'as tout compris, mognon. D'ailleurs, si tu tends bien l'oreille pendant cette scène, tu peux même entendre les bruits des coups de feu. Bon après, blague mise à part, c'est pour ça que je considère Tarzan comme un de mes Disney favoris. Parce que déjà, je trouve le personnage de Sabor vraiment bien fait en termes d'animation et de design. Franchement, un gros respect au dessinateur qui s'est fait suer à dessiner toutes les taches sur son pelage. Et à l'animer aussi, je sais pas s'ils l'ont fait à plusieurs. Et aussi parce que, mine de rien... Bon, mis à part le Roi Lion ou le Bossu de Notre-Dame, éventuellement, Tarzan c'est l'un des derniers Disney à apporter une dimension assez adulte et assez mature, ce qui fait que ça peut choquer les gamins de temps à autre. Mais justement, je trouve qu'on a besoin de ça. Alors moi, en 99, ils avaient encore les couilles de faire ça. Pourquoi on n'a plus ça dans la Reine des Neiges aujourd'hui? Non mais c'est vrai, je veux dire, il y a que dans ce Disney que tu peux voir dans le même film à la fois un bébé singe se faire bouffer par un léopard et le cadavre d'un mec pendu dans les lianes. Oui, je me balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. On danse et on a vraiment... Quoi qu'il en soit, niveau cauchemar, ça se pose là. Ça m'a autant marqué que la scène des ânes dans Pinocchio ou la scène de Maléfique dans la cheminée dans La Belle au Bois dormant, pour vous dire. Hein. En 3ème position, pour rester dans le règne animal, nous avons l'épisode Tom Chaton et Sophie Canetan tiré des contes de Pierre Lapin et ses amis, adaptation de 1992 des contes de Béatrix Potter. Le premier dessin animé de toute ma vie que j'ai découvert quand j'avais 3 ans.
Good old times. Franchement, si vous êtes parent ou que vous avez des enfants parmi vos proches, je vous conseille vraiment cette adaptation. Comme pour les livres originaux qu'on vous a peut-être forcé à lire à l'école pour vous initier à l'anglais, ou les mignonnes petites illustrations qu'on retrouve parfois sur la porcelaine ou les puzzles, le dessin animé de 1992 est vraiment très beau et enivrant. Et je parle bien de la version de 1992, hein. Vous avez bien compris que je parlais pas de ces deux merdes en 3D qu'on a eu récemment. Les décors et l'animation sont fidèlement et magnifiquement représentés comme si on donnait vie à une aquarelle. La musique te fait retomber instantanément en enfance. Bref, c'est de la poésie à l'état pur comme on n'en fait plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Sinon, pour ceux qui dormaient encore le matin au fond du lit, dans les contes de Pierre Lapin et ses amis, on y voit une écrivaine, Béatrix Potter, qui nous dévoile ses histoires écrites aux enfants, le plus souvent de manière épistolaire, dans lesquelles on y voit des lapins, des chats, des chiens, des canards, des souris, des rats, des blaireaux, des renards. Bref, toutes sortes d'animaux qui essayent de vivre paisiblement dans la campagne britannique du début du XXe siècle. Malgré la loi de la nature, parfois très cruelle. Qu'est-ce qui va pas, manga? Pourquoi t'inclus ce dessin animé dans tes frayeurs d'enfance? C'est plutôt paisible, l'ambiance. Ben non, pas tant que ça, justement. Autant il est vrai que cette série a son lot de moments très mignons et joyeux, voire comiques, autant celle-ci contient certains épisodes assez chelous et quelque peu oppressants. Déjà, le thème number one qui est présent au moins dans chaque épisode, c'est El Famoso, loi de la nature, manger ou être mangé. Ah ça, à chaque épisode, on a la bestiole principale qui échappe in extremis à la cocotte moineau. Le plus gros exemple étant clairement l'histoire de Tom Chaton et Sophie Canetan. Dans cet épisode divisé en deux histoires, on retrouve Sophie Canetan, une canne de basse-cour qui souhaite trouver un endroit sûr et tranquille pour couver ses œufs. Forcément, cette connasse de fermière arrête pas de lui piquer ses œufs pour faire les omelettes. Y'a pas de Kinder Surprise dans les omelettes. Tu t'avais pas trucidé, toi? Et où est-ce qu'elle trouve le nid idéal? La demeure d'un renard. Qui évidemment, bon renard qu'il est, je vous en prie pas d'amalgame, la flatte et la courtise. Pour mieux en faire un magret de canard en douce après. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a affaire à un goupil très particulier. Déjà, son doublage français est plus que convaincant. Pour respect à Bernard Tiffen qui a fait sa voix, et qui a entre autres la voix officielle de Chuck Norris, et aussi d'Anton Ego, le critique culinaire dans Ratatouille. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Allons, chère madame, rassurez-vous, vous pouvez vous installer sans crainte d'être dérangé, et vous pouvez y rester autant qu'il vous plaira. Ce type a l'air parfaitement honnête. Tellement convaincant qu'en grand couillon que j'étais étant gamin, j'étais naïf au point de croire qu'il était vraiment gentil. Ce qui fait que la scène finale où il se fait courser par les chiens qui sont venus sauver Sophie de son funeste destin me perturbait quand j'étais gamin. Je savais pas qui était le bien, qui était le mal. L'époque est complexe. D'ailleurs, cette scène finale, entre ça... Donnez-moi les herbes pour l'omelette, dépêchez-vous. Oh, tout est là, parfait. Ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Et ça. Oh non. Il m'a fallu attendre l'âge de 12 ans pour que je puisse me retaper cette scène. Je me demande comment on va faire pire après ça. En numéro 2, nous avons Chicken Run de DreamWorks. Ah oui, effectivement, on peut faire pire, ouais. Ah, ça tombe bien en plus, puisque dans ce film on déplume de la volaille, quelle coïncidence. Honnêtement, si on devait trouver un moyen de convaincre les gosses de ne plus bouffer KFC et de devenir vegan, on l'a trouvé. Hein. Comme pour Pierre Lapin, il m'a fallu attendre l'âge de 12 ans pour regarder cette horreur. La seule différence étant que quand j'étais gosse, mes parents ont dû arrêter le visionnage dès le début du film. Premièrement parce que les personnages sont atrocement moches, les poules, le chien, les humains. Que c'est laid! Mais que c'est laid! Que c'est laid! Mais que c'est laid! Autant pour Voilà c'est gros mythe, je trouvais l'animation vraiment créative et plaisante, mais là pour ça... J'ai jamais rien vu d'aussi moche! Deuxièmement, on a affaire encore une fois de plus, de manière abondante, au thème de la mort. Par décapitation. Ah, y a pas à dire, la cocotte moineau a un grand rôle dans ce film. Inutile de vous parler du poulailler qui est une représentation des camps de concentration au sens propre comme au sens figuré. Et dernièrement, il y a cette femme, Madame Tweedy. Un de mes cauchemars d'enfance. La seule fermière qui ferait passer le juge Claude Frollo ou Philippe Etchebest pour des sucres d'orge. Rien que la scène du début où elle fait claquer son gant avec ses yeux vicieux et son sourire de psychopathe. Ah, ça m'a suffi à arrêter le film, hein. Et puis merde, quoi, vous imaginez être marié avec une femme comme ça? Ce sont des fous, l'espèce d'abruti! En dehors de toi, il n'y a pas de créature plus stupide sur cette planète! Mocheté. En plus, elle est mal élevée.
Et pourtant, croyez-moi, tout ce que je viens de vous montrer n'est rien comparé au number 1 qui va suivre. L'ennui est que cette vidéo n'a que trop duré. Je vous retrouve donc les loulous dans un prochain épisode où on abordera cette fameuse peur number 1. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je ne vous explique rien. Salut les loulous!